As others have said, D'autres l'ont dit avant moi, c'est un véritable honneur que de me trouver ici en votre présence et participant à cet effort d'analyse de l'héritage du tribunal. Et je sais combien il est triste de voir partir Monsieur Cassese, un bon ami à moi et un homme qui a apporté une grande contribution à mon organisation. some of which have been. Je vais aborder deux sujets jusqu'à présent effleurés. Quel est l'héritage du tribunal pour la justice internationale? Eh bien, pour permettre que des États récalcitrants participent à des organismes ou instances judiciaires, surtout en matière de reddition et de transfèrement, et puis le fait d'encourager à la poursuite d'infractions similaires de la part de tribunaux nationaux. International tribunals. Parlons de la coopération. Il y a un lien direct entre la réussite de ce tribunal et la volonté qu'ont les États et les organisations intergouvernementales d'encourager cette mission judiciaire. C'est un postulat qui mérite d'être souvent répété. La coopération, sous la forme d'arrestation, de reddition, c'est manifestement la condition sine qua non permettant que des procès soient organisés pour que justice soit faite envers les victimes en dernière instance. Comment permettre, comment forcer la coopération entre le TPY et les Balkans, la partie occidentale des Balkans? Il y a eu des pourparlers de la paix, mais un peu d'histoire tout d'abord. En 97, il y a eu une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui a dit que il y avait les critères de Copenhague permettant l'adhésion à l'Union européenne qui avait été adaptés en 93 et que parmi ceux-ci se trouvait la coopération avec le TPY, condition nécessaire. Puis 2 ans plus tard, s'ajoutait une autre conclusion et on incluait la condition de respecter la volonté du DPY dans le procès de stabilisation adopté pour les États des Balkans. Dans l'intervalle, le gouvernement américain s'était servi de ces fonds de soutien économique comme levier pour faire apposer cette condition aux pays de l'Ouest des Balkans. En mars 2002, quelques 40 millions de dollars américains d'aide américaine ont été suspendus envers la Serbie qui ne coopérait pas suffisamment avec le tribunal. Et donc, ce levier qui permettait le soutien économique américain, c'était quelque chose sans précédent, mais c'était aussi une façon intelligente d'utiliser ce pouvoir économique et diplomatique pour faire régner la justice et pour que les gens prennent leurs responsabilités. Et je pense que ceci a vraiment changé la face du monde, a créé une nouvelle norme pour établir le lien entre la justice et d'autres objectifs qui sont importants à l'égard d'États récalcitrants. Et ceci grâce à l'effort sans relâche du personnel des tribunaux. Le TPY peut afficher un palmarès éblouissant d'arrestation et de reddition. Et je pense que c'est là une de ces réalisations les plus importantes. Et évidemment, ici, ce n'est pas un cadeau qui était emballé dans la soie. Je rappelle ce que disait l'ambassadeur Rapp. Le lien entre la coopération et l'attitude des États répressifs ne s'est pas fait facilement, pas plus que les États qui avaient adopté cette politique, pas plus que ce n'a été facile pour eux de la réaliser. Prenons 2 instantanés concernant la Serbie pour essayer de mieux voir, de mieux faire comprendre cette avancée, ce pas important qui avait été franchi, mais
et quand on voit à certains moments l'effort qui n'a pas toujours été constant de certains États envers le tribunal. Mars 2004, le gouvernement américain coupe les fonds d'aide économique après une période d'obstruction particulièrement acharnée du gouvernement belgradois. Ceci contribue à une augmentation spectaculaire du nombre de redditions volontaires en 2005, fin de l'année. Il n'en demeure pas moins que quelques-uns des accusés les plus importants se soustrayaient toujours à la justice. Belgrade promet d'arrêter Mladic, mais ne fait rien pour l'arrêter. Et vu ce manquement, début mai 2006, l'Union européenne suspend les pourparlers de stabilisation, ce qui veut dire que l'adhésion de la Serbie est dans l'impasse. Il y a d'autres facteurs politiques à ce moment-là qui commencent à prendre plus d'importance. Mais 2006, Monténégro. Le Monténégro vote sa séparation de la Serbie. Parallèlement, l'indépendance du Kosovo devient de plus en plus probable. Fin de cette même année, ces préoccupations commencent à influer sur la mise en œuvre de la politique de conditions, même si on n'a pas vraiment avancé sur le terrain de l'arrestation de Mladic. L'OTAN dit à la Serbie qu'elle peut participer au pourparlers de partenariat pour la paix. L'Union européenne se dit qu'elle doit quand même essayer de tenter que la Serbie soit attirée par l'idée de reprendre ces pourparlers au cas où la Serbie essaierait d'arrêter Mladic. Et donc, l'OTAN parle de reprise des pourparlers sans pour autant fixer de date à cet effet. Pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas parler de ce deuxième instantané, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de dire ceci. La décision d'établir ce lien, de le conserver depuis 1997 jusqu'en 2010 environ, cette volonté a joué un rôle important pour permettre que les plus principaux accusés soient traités de justice, répondant ainsi aux besoins des victimes. Mais on voit, si vous voulez, qu'on module un peu cette politique pour tenir compte aussi des besoins que représente la transition démocratique. Et nous avons l'arrestation des grands accusés, qui était considéré de plus en plus comme étant un obstacle à la concrétisation des objectifs non judiciaires de ces États. Bien sûr, il peut avoir une tension entre un soutien diplomatique, économique pour obtenir ces arrestations d'un côté et puis des revendications contradictoires de certains États de l'autre. Cette tension peut parfois, cependant, occasionner des lacunes, des failles dans ce soutien qui, dès lors, n'obtient pas le résultat voulu. Et je pense que le soutien de ces États se fait et reste grâce à ces sollicitations intelligentes qu'on peut mettre au crédit de l'Union européenne, qui a toujours posé cette condition à l'adhésion. Et ceci a permis l'efficacité au nom des normes judiciaires. Et il faut que les États soient prêts à les respecter. Avec plus de recul, on pourrait dire que le soutien diplomatique pour la justice est une nouvelle tendance qui a vu le jour avec la naissance du TPY. Cette responsabilité, cet engagement, cette volonté de coexistence dans une interface tellement fragile, de cette non-rhétorique entre des capitales qui avaient chacune leur volonté de souveraineté. C'est important lorsque vous avez une rivalité au niveau des objectifs. Bien trop souvent, les acteurs politiques oublient la justice.
il est difficile de pousser les hommes politiques à respecter les normes juridiques et judiciaires, à donner toute l'importance qu'elles méritent à la justice vu leurs objectifs politiques. C'est pourtant là le terrain qui est le nôtre. Vous avez cette notion de la conditionnalité. C'est ainsi que les Américains ont suspendu leurs efforts. Et c'est un pas important pour le travail du TPY. C'est ainsi que tout ceci a permis une pratique d'État supérieure. Elle n'était pas très populaire à l'époque, mais c'est le soutien constant apporté au TPY et à la CPI qui doit rester le modus operandi. Un mot encore à propos des procès nationaux, parce que je pense que c'est une autre facette de l'héritage que nous laisse le tribunal. On a progressé dans la lutte contre l'impunité et on comprend l'importance fondamentale et la difficulté inhérente qu'il y a à mener des procès au niveau national. Parce que c'est là que les gens doivent d'abord être tenus responsables s'ils ont commis des crimes graves. Le TPY laisse un héritage tout à fait remarquable parce que, on l'a déjà dit, grâce au TPY, il y a des procès dans toute la partie ouest des Balkans. Et je pense que c'est là un effet plus important et qui tombe à point nommé. Et c'est là une manifestation de la complémentarité positive dans le contexte des tribunaux internationaux. On peut le comprendre. Le TPY n'a pas tout de suite renforcé les systèmes judiciaires nationaux de la partie ouest des Balkans. Ça tient en grande partie à la nature de la résolution du Conseil de sécurité qui crée le tribunal. Ça tient au conflit même dans les Balkans. C'était quand même quelque chose de carrément nouveau. C'était le premier tribunal international depuis Nuremberg. Et là, je ne dis pas ça en guise d'excuse envers les organisateurs de cette conférence, envers le président du TPY, mais je pense que la justice et l'équité exigent de comprendre davantage les données de l'époque. Le tribunal a beaucoup accompli. Et je ne pas parler maintenant du renvoi en vertu de l'article 11 bis de l'entreprise criminelle commune catégorie numéro 2, mais je voudrais quand même poser des questions qui me semblent importantes. Et puis je m'arrêterai. Première question. Et même si ces efforts ont commencé tard, il y a quand même des efforts importants pour renforcer l'importance des systèmes judiciaires nationaux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Dans quelle mesure les mécanismes internationaux qui présentent entre eux des différences, dans quelle mesure peuvent-ils catalyser et encourager les procédures nationales? Deuxième question, dans quelle mesure les travaux de ce tribunal avec les autorités nationales ont-ils contribué à une amélioration du droit substantiel dans les États des Balkans? Si je pose cette question, c'est parce que une question se dessine. Vous avez des procédures pour crimes de guerre. Vont-ils avoir un effet sur le système judiciaire en général dans ces pays? C'est une question qui fait l'objet de beaucoup de polémiques et de discussions dans ces pays. Et c'est encore ravivé par l'idée de la complémentarité positive. Troisième question, qu'apprendre de ce qu'a fait le TPY pour améliorer le fonctionnement de ces systèmes nationaux, pour encourager la volonté politique de ces États à poursuivre des personnes présumées coupables? Il faut surmonter cette récalcitrance et c'est bien plus difficile que de régler des questions techniques de capacité matérielle. Je pense que ces questions méritent une ample réflexion qui contribueront encore mieux à l'héritage du TPY. Par ces travaux, par le travail au fond de chacun de ceux qui s'étaient engagés à la réalisation d'une institution judiciaire sans pareil dans ces domaines, on peut dire que l'héritage que laisse le TPY est riche
mérite d'être davantage exploré pour glaner davantage d'enseignements encore de ces 20 ans d'expérience, pour rendre les procès plus équitables, plus efficaces et qu'ils aient un écho encore plus profond dans les communautés affectées par ces crimes. Merci. Thank you, Richard. Madame Pillay, merci, Richard. Nous allons maintenant entendre M. Chabas à propos des questions de droits de minorité et des rapports avec le tribunal ou la Cour européenne. Moi aussi, je vais rester assis puisque je suis au bout de la rangée. Lorsque le tribunal a été créé en 1993, il se trouvait, pour ainsi dire, entre deux institutions judiciaires bien plus grandes. Il y en avait une un peu plus près, et je pensais à la CIJ. Et il y avait aussi la Cour européenne des droits de l'homme où je devrais me trouver. Il y avait aussi la Cour de la Commission, et je tiens à saluer ici Monsieur le juge Trexel, qui a été le dernier président de cette Commission européenne des droits de l'homme. On a beaucoup écrit sur les quelques escarmouches, bien sûr, elles ont été faites, mais on peut dire que quand même le ciel est resté bleu entre le TPY et la CIJ, et en fin de compte, les deux institutions ont trouvé un terrain d'entente commun au niveau des décisions. Tout n'est pas dit, bien entendu, mais il semblerait qu'il y ait une certaine cohésion, une cohérence dans les décisions respectives. On craignait qu'il y ait bifurcation au niveau de la jurisprudence de cette institution, mais finalement, ce furent des craintes à foutre. Et pour ce qui est de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une autre paire de manches. Beaucoup de la défense se disaient sans doute en début de parcours que les décisions peu satisfaisantes que pouvait prendre la chambre d'appel du Tibérias allaient finir à Strasbourg. Je pense que c'est vrai. Je ne sais pas si les avocats ont réussi à déverrouiller Strasbourg pour que des décisions leur soient plus favorables là-bas. Il y a un livre paru à Paris qui va peut-être arriver à Strasbourg. Je ne sais pas si ce livre qui porte sur une affaire va permettre à cette affaire d'avoir une issue plus favorable. Bien sûr, il y a eu une jurisprudence, mais elle n'a pas toujours été de Strasbourg. Tout au début, ce fut une des premières décisions judiciaires, notamment l'affaire Tadish, qui concernait un témoin anonyme. Je pense qu'un avocat de la défense a présenté une affaire fort intéressante de la Cour européenne des droits de l'homme contre les Pays-Bas et a dit que ça allait être réglé en 3 coups de cuillère à peau. Mais non, la jurisprudence de Strasbourg n'allait pas automatiquement s'appliquer au TPY. On était tout au début de l'histoire du tribunal et on ne savait pas trop quelle serait la place de cette jurisprudence au TPY. Certains membres du personnel venaient de notre cour, j'en parlerai plus longtemps, mais il y a en fait énormément de pays qui ont envoyé et dépêché des ressortissants. Vous avez eu des militaires qui sont venus travailler, vous avez eu des procureurs de tribunaux militaires, des juges aussi, mais il y avait aussi des gens qui venaient de la mouvance de défense des droits de l'homme et en tête de cortège. Là, il y avait bien sûr notre cher Nino Cassese, mais il y avait des défenseurs des droits de l'homme. Il y a aussi un Canadien. Et puisque je suis le seul à ne pas être américain ici dans ce groupe, Jules Deschênes. Je me souviens de Jules Deschênes qui faisait partie aussi de la chambre d'appel avec le juge Abissa d'ailleurs, notamment dans la
l'affaire Tadic et nous avons rendu cette décision importante. Et puisque nous parlons de souvenirs ici, je me souviens aussi, bon, c'était pas prévenu, enfin, vous avez avec la décalage horaire, ce qui était le matin au Québec était l'après-midi ici. On était en octobre 95 et mon fax se met en marche. Et c'était un ami et collègue de Deschênes au Canada qui nous disait bravo. Vous savez, vous connaissez bien, c'était au siècle dernier, c'était un fax, c'était quelque chose de forme primitive et primaire du PDF. Et donc, ce monsieur nous envoyait un mot à propos de la décision que nous allions rendre. Mais ça n'avait rien à voir avec les crimes contre l'humanité ou des violations graves des lois coutumes de la guerre. C'était à propos du fait qu'on n'avait qu'une version en anglais et pas de version en français. Vous vous souviendrez peut-être. Et c'est surtout ce qu'il nous a dit. Il nous a fallu plusieurs jours avant d'avoir la totalité de la déclaration pour comprendre que c'était vraiment un cataclysme qui s'était ainsi produit dans le droit pénal international à l'époque. Il se passait des choses intéressantes dans le domaine du droit régissant les droits de l'homme. Et je crois que ça a eu son influence au tribunal. Les droits des minorités nationales avaient connu un regain d'intérêt. Il y avait le document de Copenhague, de l'OSCE, enfin de la CSCE. Il y avait le Conseil de l'Europe qui avait adopté sa convention cadre et puis les fameuses résolutions. L'Assemblée des Nations Unies a pu aborder la question des droits des minorités et il a accepté aussi la création du tribunal. Je pense qu'il est intéressant de penser au TPY et d'y voir un tribunal qui est chargé, un instrument chargé de la protection des minorités nationales. Et des menaces énormes qu'elles ont subies. Et évidemment, le droit des minorités n'a pas connu un développement rectiligne. Au moment de la Ligue des Nations, c'était un élément vraiment essentiel dans l'évolution de la protection des droits de l'homme, mais c'était éclipsé au moment de la Deuxième Guerre mondiale, cette problématique. Et quand on regarde maintenant le procès de Nuremberg, on se dit ça portait aussi sur les minorités, sur l'Holocauste. Mais malheureusement, quand il regarde de plus près, ce n'était pas là l'essentiel du sujet. Bien sûr, il y a eu la question des droits de l'homme, la question des minorités, mais c'était quand même un rôle mineur, parce que c'était surtout des crimes d'atteinte à la paix et de violation de crimes d'atteinte à la paix commis par les nazis au cours de la guerre. Mais au fil du temps, les droits de l'homme ont pris une place de plus en plus importante dans la justice pénale internationale. Mais c'était même pas un sujet évident quand on a établi le statut. Regardez le statut du TPY. On a commencé par des violations graves des conventions de Genève. Mais finalement, c'est pas très important en matière pénale, et puis on parle des lois coutumes de la guerre. Et ce qui a intéressé notamment Cassez et ce qu'il a fait vraiment en tant que et aussi des juges de la Chambre d'appel dans Tadic, ça nous a rappelé que le droit international humanitaire, c'était une façon nouvelle de formuler les lois coutumes de la guerre qui étaient jusqu'alors une façon de l'habiller dans le droit international moderne. Et la jurisprudence du TPY a surtout criminalisé le nettoyage ethnique. On ne parle pas dans le statut de nettoyage ethnique, mais bien entendu, on retrouve cette terminologie dans la jurisprudence dans les premiers jours du tribunal. C'est presque un terme technique, un terme de l'art, puisque on retrouve ces mots dans des résolutions de l'Assemblée générale sur l'obligation de protéger, mais ça ne se trouve pas dans le statut ni dans les traités précédents. On a commencé à faire une utilisation assez générale de ce terme au début des années 90 pour décrire les attaques, la persécution, l'expulsion de minorités de leurs territoires ancestraux. Nous allons parler de ce sujet demain, donc je ne veux pas déjà empiéter sur le sujet aujourd'hui, mais quand on voit la jurisprudence concernant le génocide,
On a essayé surtout de faire la démarcation entre le génocide et les crimes contre l'humanité, dans la mesure où il est possible de faire une démarcation. Et souvent, on fait référence au fait que lorsqu'il y a adoption la convention de génocide a été adoptée en 1948, on a bien essayé à ce moment-là de préciser ce qu'était le nettoyage ethnique et la convention pour le génocide. Je pense qu'on en fait on y fait allusion dans l'arrêt Tadic, il y a aussi de l'opinion dissidente de Shahabuddin, et ça se trouve aussi dans la décision de la CIG à propos du différend Bosnie-Serbie. Il y a cette fameuse proposition de 1948 qui était venue de la Syrie, qui voulait qu'il y ait un 6e acte de génocide qui est le fait de chasser des personnes de leur territoire d'origine ancestraux. À l'époque, la Syrie, ce que je l'interprète, pensait à la création d'Israël et aux attaques sur les Palestiniens à l'époque. Mais on a beaucoup répugné à inclure ce 6e acte terroriste parce qu'il n'y avait pas de consensus qu'il s'était dégagé pour dire que ce genre d'acte était prohibé par le droit international, encore moins qu'ils étaient criminels. Il y a un fameux débat, une discussion bien connue dans l'Institut du droit international qui s'est produite en 1952. Il s'agissait de savoir si l'expulsion de minorités, le transfert forcé, le déplacement forcé de minorités pouvait être qualifié d'illégal au titre du droit international. Et la plupart des demandes vraiment de grosses pointures ont dit non. Non, l'État a toujours le droit de déplacer des minorités s'il les estime dangereuses ou subversives. Il n'y a qu'un membre de cet institut faisant partie de l'Institut Jorcel, un juriste international qui a le courage ou la clairvoyance de dire que ce sera interdit par le droit international. Il a donné la Déclaration universelle des droits de l'homme comme exemple. Mais même dans les années 70, mon Dieu, ce n'est pas très loin des Balkans que ça s'est passé. Il y a eu un cas de nettoyage ethnique, Chypre, pour ne pas dans le nord. Il y a eu nettoyage ethnique dans les deux sens en 1974 avec l'aide des Nations Unies, ma foi, parce que ce sont des bus onusiens qui ont transféré les habitants d'un bout à l'autre de l'île. Et bien sûr, il y a eu les guerres des Balkans. Eh bien, des personnalités du monde international se sont dit que c'était peut-être la meilleure solution pour mettre fin au conflit ethnique dans les Balkans. Mais qu'a fait le TPY? Il a précisé, en fait, c'est que le nettoyage ethnique s'intègre dans le cadre plus général de crimes contre l'humanité. Où est-ce qu'il a sa place exactement là? On se le demande. Est-ce que c'est au niveau du transfert forcé ou d'actes inhumains? Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de trancher la question, dès lors qu'il est accepté que c'est une infraction pénale. Et ce n'est pas une mince réalisation, parce que ça montre qu'il y a un dynamisme dans ce droit international, une évolution progressive de celui-ci. Il faut se féliciter du fait que ce droit de l'homme qui est consacré dans la Déclaration universelle nous autorise à rester dans le pays où on est né, si on le veut, ou y revenir, si on le veut, et que c'est un droit qui est protégé à un autre niveau, à un autre échelon, grâce au mécanisme de la justice pénale internationale dans le concept de crime contre l'humanité. Well, thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bob. Eh bien voilà, vous avez entendu des orateurs qui ont provoqué votre intellect. Donc nous avons encore suffisamment de temps pour entendre vos questions. Je m'exprimerai en français. Pour poser une première question, où est la défense? J'ai entendu parler d'arrestation, j'ai entendu parler de condamnation, j'ai entendu parler des juges, j'ai entendu parler des procureurs comme étant à l'origine de l'héritage de ce tribunal. Où est la défense? Je crois qu'il y a eu dans ce tribunal des apports importants de la défense. Dans cette salle même,
il y a quelques années, le procureur Goldstone s'adressait à l'ensemble des avocats de la Cour pénale internationale. Il leur racontait les débuts du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et il disait ceci: il ne peut pas y avoir de justice pénale internationale sans une défense forte. Alors je lance véritablement un appel, comme je le fais souvent, à mesdames et messieurs les juges de ces tribunaux. De grâce, vous, les juges, vous n'êtes pas là pour lutter contre l'impunité. Le seul qui est là pour lutter contre l'impunité, il s'appelle le procureur. Après avoir entendu le procureur, après avoir entendu la défense, les juges sont chargés de dire quelle est la justice, quelle est la loi. Est-ce que la personne qui est dans le box est coupable ou non coupable? Telle est la mission des juges. Si en remplissant leur mission, les juges peuvent concourir à la lutte contre l'impunité, tant mieux. Mais ça n'est pas leur mission première. De même que les juges ne sont pas chargés de la réconciliation. La réconciliation est le fruit de la justice. Ça n'est pas sa mission première. Et Madame Pilet, je vous remercie. Vous avez parlé des accusés, de ces accusés à qui on donne des sentences à vie. Et en tant que haut-commissaire, vous vous êtes interrogé aussi sur ces questions. Je livre à votre réflexion cette citation de l'ambassadeur français des droits de l'homme qui répète souvent « Les droits de l'homme sont établis pour les victimes, mais ils prennent tout leur sens quand il s'agit de défendre des accusés. » Le procès équitable, l'article 14 du pacte, c'est précisément pour défendre le droit des accusés. Devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, comme devant le TPIR, il y a eu des avocats qui se sont levés pour défendre les accusés, ils ont aidé la justice, il y a eu devant le TPY un certain nombre d'acquittements, il faut le rappeler. Est-ce que ces acquittements servaient la justice ou est-ce qu'ils la desservaient? J'assume que les acquittements rendus par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie ont servi la cause de la justice parce qu'ils ont prouvé qu'effectivement les juges sont là pour dire le droit. Voilà les petites réflexions que je voulais vous faire. Deux observations. En parlant notamment des victimes, j'ai fait partie de ceux qui ont beaucoup milité pour l'accès des victimes devant nos tribunaux internationaux. Et je continue. Mais je dis aussi que nous ne savons pas encore comment faire réellement. Nous avons beaucoup de progrès à faire concernant l'accès des victimes. Comment est-ce que ça peut se passer, notamment dans les crimes de masse? J'étais l'avocat de Duc au Cambodge et nous avons pu mesurer la difficulté de la présence des victimes dans les procès pour crimes de masse. Et pourtant, il faut qu'elles soient là. Mais nous n'avons pas fini la réflexion et nous devons faire preuve encore d'imagination pour donner leur juste place aux victimes dans les procès internationaux. Et puis, juste une dernière réflexion, Madame Pilet, concernant tribunaux internationaux, tribunaux hybrides. Je veux juste vous dire quelque chose ici sur ce qui s'est passé au Cambodge. Tribunal difficile, le tribunal pour les Khmers rouges au Cambodge. Tribunal difficile. Tribunal non pas hybride, mais internationalisé, dit-on, dans le pays même. Sauf que 30 000 Cambodgiens sont venus assister au procès, au premier procès. Énorme succès pour la justice pénale internationalisée. 30 000 Cambodgiens. Nous n'avons jamais connu ça dans d'autres tribunaux. Donc, je n'ai pas d'avis définitif. Est-ce que les tribunaux doivent être à l'extérieur? Est-ce qu'ils doivent être dans les pays? Je dis seulement que ça demande à être médité. Quand ça se passe dans un pays, quand on permet aux citoyens de venir voir comment fonctionne une justice, c'est aussi
extrêmement important pour ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Je vous remercie. Écoutez, je vais réagir. Avant d'être ambassadeur, j'étais procureur pendant 18 ans, puis avant, j'étais également avocat de la défense. Et j'ai aussi parlé en quelques minutes de ce que la défense, ou de la façon dont la défense a contribué au succès du tribunal. La défense qui, dans certains cas, a vu son travail se solder par des acquittements. Et je pense que l'une des réussites du TPY et des autres institutions a justement été de fournir ces avocats de la défense pour tous les accusés. J'espère que la défense aura la possibilité de participer à une discussion et de parler de cela. Pour ce qui est par ailleurs des victimes, je suis d'accord avec ce que vous avez indiqué. Je partage votre point de vue, peut-être à cause du système auquel j'appartiens, mais les victimes doivent absolument être reconnues, leur souffrance doit être reconnue, cela a été dit ce matin, leur droit à la compensation doit être reconnu également, mais lorsque l'on travaille avec l'accusation pour présenter des éléments de preuve à propos de la culpabilité et ensuite participer au processus de compensation, ça c'est un autre volet de la question. Par exemple, si vous avez un procureur ou si vous avez plusieurs procureurs, cela rend dans une certaine mesure le procès beaucoup plus complexe. Je comprends tout à fait les préoccupations exprimées par les victimes, mais je pense que les victimes doivent travailler avec le procureur pour ce qui est de la compensation, s'ils sont véritablement intéressés par cette compensation. Mais nous verrons comme cela va fonctionner au Cambodge. Il y a donc eu 15 000 victimes. Bon, nous allons voir comment cela se passe également au niveau de la CPI. Il y a eu certains cas limités. Il y a eu certaines expériences qui ont été faites à la CPI. Bon, je ne sais pas en fait si cela dessert toujours l'intérêt de la justice. Le fait est qu'il faut que cela desserve l'intérêt des victimes. Judge MacDonald. Madame le juge MacDonald. Thank you. I'd like to take up the Merci. Oui, monsieur. Vous nous avez lancé un défi. Vous nous avez présenté une suggestion et indiqué qu'il fallait se demander dans quelle mesure le TPY peut véritablement importer ou exporter l'état de droit dans les régions de l'ex-Yougoslavie. Si je vous ai bien compris, et cela passe par le soutien accordé à leurs procureurs nationaux. Est-ce que je vous ai bien compris? Est-ce que tel était bien le mandat que vous avez suggéré? Et si tel est bien le cas, j'aimerais faire une observation à ce sujet. Si ce n'est pas ce que vous avez indiqué, bien entendu, je vais m'interrompre. C'est un peu plus complexe que cela. En fait, j'ai parlé du débat relatif à l'impact global apporté aux procédures au niveau national. Lorsqu'il s'agit de crimes très importants, j'ai demandé quelles étaient les retombées pour renforcer en quelque sorte tout le système de l'état de droit dans le pays en question. Parce que nous obtenons... Bon, il y a de nombreuses agences de développement, par exemple, ou de coopération qui nous disent ne nous demandez pas d'apporter notre soutien à un tribunal au Congo, par exemple, parce qu'il va falloir que tout le système de l'état de droit soit mieux instauré dans le pays. Il n'y a pas de retombées. Là, c'est beaucoup trop
précis et beaucoup trop spécifique. Nous ne pouvons pas véritablement apporter notre soutien dans un pays où, lorsqu'il y a meurtre ou assassinat, la personne, la victime, n'a pas accès à une procédure judiciaire. Écoutez, je ne sais pas si je peux répondre à la question à propos des retombées. Moi, je me suis rendue à Sarajevo, en ex-Yougoslavie, en 2003. J'y ai été après avoir quitté le tribunal, donc en tant que civil, en quelque sorte. Et il y avait donc le programme Outreach. Le but étant d'obtenir leur point de vue et de savoir quelles étaient, d'après eux, les réussites de ce programme. Mais ce que j'aimerais vous dire, par contre, c'est qu'il y a peut-être une supposition, une hypothèse qui se glisse dans votre question, parce que vous avez fait référence au TPY et vous avez dit comment est-ce que le TPY pouvait aider à créer un tribunal national et à renforcer un tribunal national. Et que le TPY a tardé à le faire. Mais il faut savoir qu'il y avait de nombreux tribunaux nationaux qui étaient tout à fait en désaccord avec ce qui était préconisé. Bon, hormis le fait de traduire en justice des personnes individuelles, ce qui est quand même l'objectif de tous les tribunaux. On espère qu'ils le font bien. Mais j'ai mentionné le programme Outreach et ce que je dirais en fait, c'est que le mandat qu'avait le TPY, le mandat qui lui avait été conféré par le Conseil de sécurité. Il s'agissait de faire en sorte que la paix et la sécurité règnent. C'est un mandat assez exceptionnel. Je vais en parler demain d'ailleurs. Et je pense que le Conseil de sécurité devait nous accorder, nous donner ce mandat parce que c'était la façon d'envisager le début de la construction au titre du chapitre 7. Alors pour ce qui est donc, ça c'est pour l'établissement de la paix et de la sécurité. Alors je ne sais pas en fait si le mandat a été instauré comme justification de ce qu'il voulait ou si cela a été un des facteurs. Moi je suis arrivée un peu après, en fait. Et mon chef de cabinet, en fait, avait rédigé un article. Bon, je ne sais plus maintenant quand est-ce qu'il a été publié. Donc, c'était un article qui a été publié dans une université. C'était David Tolber, en fait, qui avait publié cet article. Et il proposait justement l'aide du TPY pour les tribunaux nationaux. Bon, c'est vrai qu'il a fallu attendre un certain temps pour avoir cela. Le programme Outreach également a commencé de façon tardive. Enfin, c'est mon point de vue. Et moi, cela fait longtemps, en fait, que j'ai quitté le tribunal. Peut-être qu'un autre juge pourra nous présenter une situation beaucoup plus récente. Mais ce que je dirais, c'est que certes, le TPY a joué un rôle. Certes, la CPI et les tribunaux internationaux et la CPI qui a reçu ce mandat doit faire en sorte que les États finissent par intégrer et assimiler ce qu'ils font. Alors, Université d'Amsterdam, j'aimerais faire une observation et j'aimerais poser une question également. Alors en 2004, il y a le journal de la justice internationale qui était publié sous l'égide de Monsieur Antonio Cassese, avait fait un bilan après 10 ans de TPY. Donc il y avait 30 universitaires et experts qui avaient rédigé cela. Alors moi j'avais envoyé un petit mot. Tout ça est très intéressant, mais qu'en est-il de donner vos chapitres aux ressortissants des pays? Et il m'a répondu en disant « Nous avons oublié ». Alors j'aimerais vous poser la même question. Qui a oublié les voix de la région? Qui a oublié d'en parler? Et puis j'aimerais poser une autre question, car je ne sais pas à qui adresser cette question d'ailleurs, mais j'aimerais savoir si vous avez réfléchi ou évalué à ce que l'on pourrait faire dans le cadre de la justice internationale, et je pense en fait au processus de choix ou de sélection des 161 accusés.
moi, je pense que c'est quand même un sujet important. Donc, quels sont les critères qui ont été retenus? Well, that's a salient point. Écoutez, c'est extrêmement important que de parler de la voix des personnes au nom de qui justice est rendu ces mandats en tant que haut commissaire. Et c'est pour cela que j'ai laissé Diane parler plus longtemps que prévu, parce qu'elle a parlé en fait de ce qui se passait sur le terrain. Elle a fait une recherche extrêmement importante en la matière. Donc je vais en fait donner la parole à Diane. Oui, j'aimerais juste faire une observation d'ordre général, et étant donné que Stephen a été procureur international, peut-être que lui pourrait réagir à cette question. Je pense effectivement que c'est l'une des questions les plus capitales, qui permet d'ailleurs d'établir la crédibilité du tribunal et les régions sur lesquelles porte son travail. Car c'est important pour le TPY, mais c'est important pour d'autres également. Car le procureur d'un tribunal international a une charge, un fardeau très très lourd. Donc il ne peut choisir parmi des milliers d'accusés que quelques accusés en fait. Et d'ailleurs c'est encore plus vrai pour la CPI qui en fait couvre une grande partie de la planète. Et je pense à son accusation. Et cela signifie que le procureur passe par un processus de tri ou de sélection, et il faut en fait établir les messages qui vont être importants pour le tribunal, la façon dont les différents groupes ethniques sont représentés. Et je pense que, bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je suis d'accord avec la question fondamentale que vous avez posée, à savoir, rien n'est plus important. Enfin, je ne devrais pas dire cela parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans ce bas monde, mais rien n'est aussi important, disais-je, que les personnes des Balkans, les personnes de ces régions qui sont extrêmement intéressés par le principe d'égalité. Bon, cela peut paraître secondaire pour certains, mais les procureurs qui s'occupent de certaines affaires. Donc, il faut savoir qu'il y a certains membres du public qui sont particulièrement intéressés par ce processus de sélection. Et je donne la parole à Steve. Je pense que nous avons constaté qu'il y a eu une transition à propos dans cette discussion sur la justice internationale entre ce qu'elle fait et ce qu'elle devrait faire pour, et l'on parle du TPY et du TPIR. Si vous prenez en considération les statuts du TPIR et du TPY, en 1994, il était question de poursuivre les personnes responsables de génocide et d'infractions du droit international humanitaire, etc. Et puis par la suite, lorsque les actes d'accusation ont commencé à être dressés et à être signifiés, là, l'approche est devenue, c'est précisé en quelque sorte. Il y a eu également la stratégie d'achèvement donnée par le Conseil de sécurité et la résolution 1503 du mois d'août 2003, résolution par laquelle il a été décidé de transférer ou de dessaisir certains cas vers les régions en question. Et puis je pense au TPIR également, lorsque je suis devenu responsable du bureau du procureur, il y avait une liste avec quelques 280 noms, et on s'est retrouvé finalement avec une liste de 8 personnes qui allaient être accusées, et on se demandait comment est-ce que justice allait pouvoir être rendue pour les autres affaires. Donc bien entendu, il faut envisager, donc il y a le procès, l'article 11 bis, vous avez ce qu'on appelle la catégorie 2, mais ensuite, il y a d'autres tribunaux qui ont commencé à être créés, et moi je l'ai vu avec le tribunal pour le Sierra Leone. Le mandat, c'était de traduire en justice les personnes les plus responsables. Et au Cambodge, il s'agissait de traduire en justice les dirigeants du Kampuchea, ceux qui étaient le plus responsables. Donc là, il s'agit en fait de se focaliser sur les individus les plus responsables. Cela peut être un défi
défis parfois, mais avec la CPI, le procureur doit bien entendu couvrir tout le monde entier, le monde entier avec quelques 180 pays. Manifestement, vous ne pouvez pas avoir plus de 1 ou 2 accusés par affaire. Donc, comment régler le problème? Et je pense que là, il y a une approche de base, une approche fondamentale, à savoir le procureur doit établir des priorités, ce qui est particulièrement ardu pour les personnes qui viennent du droit romano-germanique, puisque là, vous pouvez accuser tout le monde, mais là, il faut véritablement cibler les personnes qui sont représentatives du comportement reproché pendant les atrocités commises. Et il faut essayer d'accuser les personnes qui sont les plus représentatives, qui avaient le plus d'autorité également. Mais là, je pense que cela peut engendrer de nombreux, un grand mécontentement. Au Sierra Leone, il y a le programme Outreach, et chaque fois que moi-même ou mon prédécesseur y allions, il nous disait: mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas poursuivi la personne qui se trouve tout à côté et qui est responsable de la mort de milliers de personnes? Alors là, nous avons quand même reconnu que justice doit être rendue au niveau national également et par le biais d'autres mécanismes. Et ce qui est important, c'est que le procureur de la CPI reconnaisse cela. Il l'a reconnu, il a adopté certaines politiques. Les gens doivent comprendre pourquoi vous avez pris les décisions que vous avez prises. Vous ne pouvez pas vous contenter de rester dans votre bureau et dire « moi j'ai pris les décisions et je sais pourquoi ». Il faut pouvoir aller sur la colline, dans le village, dans la ville et répondre au gamin qui vient vous demander pourquoi est-ce que ce type, vous n'êtes pas en train de le poursuivre. Mais je pense que c'est l'orientation qui sera prise par la justice internationale à l'avenir. Bien, je vais donner la parole à Monsieur Chabas et je vois que Monsieur le juge Robinson veut intervenir. Écoutez, moi je serai très très bref, mais je voulais parler donc de ce choix des accusés. Alors et lorsque nous avons, il faut également choisir la situation et non seulement l'accusé, mais la situation. Et là, je pense que c'est là l'un des gros problèmes non solutionnés, non réglés dans le domaine du droit international. Et nous n'avons pas de critères adéquats, nous n'avons pas de paramètres. Il y a des affaires pour lesquelles les procureurs peuvent agir en toute indépendance. Il n'y a absolument aucun contrôle exercé. C'est ce que nous voulions avoir. Nous voulions avoir l'indépendance du procureur. Je pense que c'est la seule façon de pouvoir rendre une justice impartiale. Mais par ailleurs, on ne sait absolument pas comment ces décisions sont prises. C'est le mystère le plus total. Vous avez mentionné le procureur de la CPI qui se rend dans les différents pays et qui fournit des explications. Ben moi, j'entends des rapports sur ces explications. Il y a des gens qui entendent ces rapports. Alors le mot, c'est la gravité du problème. Mais ça, pour la personne qui écoute, ça ne lui permet pas de comprendre pourquoi est-ce que vous allez poursuivre telle force en Ouganda et non pas telle autre force. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller en Côte d'Ivoire par opposition à l'Irak ou à l'Afghanistan? Moi, je ne pense pas que nous avons des réponses à ces questions. Au TPY, bien entendu, il y a un procureur qui a un mandat beaucoup plus limité et qui est responsable également, qui est redevable. Madame Carla Del Ponte en 2000 a dit, vous savez, moi j'ai décidé en fait. J'ai décidé de me concentrer sur certaines affaires plutôt que d'autres. Moi, je pense. On aurait pu voir ce qui se serait passé si au Conseil de sécurité, un procureur aurait dit voilà, moi j'ai choisi telle affaire pour telle raison. Mais à la CPI, cela fait 9 ans maintenant, nous ne pouvons pas le faire. De toute façon, ce n'est pas un problème que nous avons réglé pour le moment dans le domaine international. Et de toute façon, nous n'avons pas de réponse appropriée. Mais là, en fait, il y a une espèce de bipolarisation. Je dois vous dire que récemment, j'ai prononcé une allocution au Conseil de sécurité. Je leur ai demandé est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des critères objectifs, est-ce qu'il faudrait éviter la sélectivité et la politisation? Voilà, autant de questions. Alors, je vais d'abord donner la parole à Monsieur le juge Robinson et ensuite vous serez le prochain orateur. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, je ne voudrais surtout pas
être manifestement ou offenser manifestement quelqu'un, mais je vous dirais que lors de la première conférence sur l'héritage global qui a été organisée l'année dernière, justement, nous nous étions intéressés aux régions. C'était les régions qui étaient ciblées en quelque sorte. Elles étaient représentées à bien des égards, et notamment parmi les orateurs et dans la salle. Ceux qui étaient présents se souviendront de certains discours particulièrement traumatisants et émotionnels et poignants qui venaient directement de Bosnie. Merci. Well, thank you very much. I think I do. Écoutez, j'aimerais en fait lancer un appel aux organisateurs. Et je dirais que je suis d'accord avec ce qui a été dit à propos de la défense. Je me demande s'il n'est peut-être pas trop tard d'envisager d'avoir quelqu'un qui représenterait la défense et qui viendrait ici pour nous expliquer leurs difficultés, leurs problèmes, car nous parlons de questions internationales, de personnes qui viennent d'ex-Yougoslavie, qui viennent ici, et comme vous le savez très certainement, vous connaissez la situation là-bas. Alors le TPY a eu des problèmes avec les gouvernements. Les avocats de la défense ont également eu des problèmes pour ce qui est du TPIR. Mais vous avez le TPY. Est-ce que nous pourrions peut-être avoir une personne qui viendrait nous expliquer aujourd'hui ou demain les difficultés auxquelles ils se heurtent et je pense que cela nous permettrait d'avoir tous les tenants et les aboutissants, parce qu'on a entendu parler de la justice des juges, la justice de l'accusation, mais on n'a pas entendu parler de la justice pour la défense, parce que pour moi, la justice, en fait, ce sont les deux revers de la médaille. Et alors, bien sûr, je pense qu'il serait extrêmement important d'entendre tout cela de leur part. Écoutez, je pense que c'est extrêmement important, car moi, je vous dirais, en ce qui me concerne, cela fait 14 ans que je suis juge dans un contexte international. Nous n'aurions pas cette très haute qualité de la justice si nous n'avions pas les conseils de la défense qui posent des questions, qui nous lancent des défis, qui font en sorte que la jurisprudence soit peaufinée. Et il y a la qualité des avocats de la défense font toute la différence et sont autant de contributions à l'équité de la justice. Et j'aimerais en fait encourager Monsieur le juge Robinson, non pas à avoir seulement des représentants de l'accusation, mais des représentants de la défense également ici à la tribune. Et je vois que 2 personnes souhaitent s'exprimer. Il y a 2 personnes au fond de la salle qui veulent prendre la parole. Okay. Merci. À mon avis, Monsieur l'ambassadeur Raab a dit quelque chose de très intéressant. Je viens de le voir à l'instant même. C'est un peu comme si c'était un match de foot ou un match de baseball entre l'accusation et la défense. Si vous pensez trop à la justice, à l'intention des victimes, si vous pensez trop à la façon d'assurer la compensation individuelle, souvent c'est impossible parce que souvent les violations des droits de l'homme sont massives. Donc il faut insister sur ce point. Il n'a pas été suffisamment abordé à mon avis. L'ordre public, l'état de droit, ça fait partie du patrimoine humain. C'est une règle en soi. Dans quelle mesure est-il possible de compenser la victime? Si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas permettre que règne l'impunité générale. Je pense que c'est la situation qu'on rencontre dans des cas de guerre civile. Autre sujet qui n'a pas encore été abordé. Que dire de la situation qu'on rencontre aujourd'hui au Kosovo? Vous le savez,
il y a des accusations très graves de violation des droits de l'homme. On accuse certains de prendre des organes pour les transplanter dans d'autres êtres humains. C'est une question qui est évoquée en Suisse. Il faudra en parler pour assurer la réconciliation dans la région de ces questions-là aussi. Bien sûr, il y a l'intérêt général et la question que vous qui m'intéresse. Pouvez-vous y répondre? Madame Pilet, merci. Je voudrais d'abord entendre la dernière question, entendre la personne qui voulait intervenir ici à l'avant de la salle et puis les participants répondront. Je faisais partie du tribunal pénal pour la Sierra Leone. Je voudrais revenir à ce qui s'est dit il y a quelques instants, quand on parlait de la voix des tribunaux et des habitants de la région concernée. Je tiens tout d'abord à remercier le TPY d'avoir organisé en février une conférence sur ce sujet. Mais on ne peut pas limiter ceci en pariant en une seule conférence, parce que ces sujets continueront d'exister lorsque le TPY fermera ses portes. Il y a bien sûr des représentants de Bosnie-Herzégovine qui sont venus à leur propre gré. Vous avez ici le greffier du tribunal de là-bas, l'équipe de soutien de la défense. Vous avez le président de la chambre d'appel, plusieurs juges et plusieurs procureurs qui sont ici pour reconnaître l'héritage que laisse le TPY. Utiliser ces gens-là pour parler aux gens de la région et pour entendre la voix des gens de la région et pas simplement pour parler de l'héritage global du TPY. Madame Pilet, merci. Je m'appelle John Commander. Je suis enquêteur au tribunal pour la Sierra Leone. Je voudrais adresser mes remerciements au TPY qui nous a fourni sa jurisprudence qui nous fut si utile. Lorsque nous avons commencé nos travaux, nous l'avons dit, que nous allions bénéficier de la jurisprudence des deux tribunaux et que nous pensions que nous avions les moyens d'établir notre propre jurisprudence, ce qui est désormais fait, je tiens à le dire. Notamment pour ce qui est des mariages forcés, de l'arrestation de soldats chargés du maintien de la paix, des crimes sexospécifiques. Mais nous sommes aussi en train de fermer nos portes. Le TPY se trouve dans sa phase d'activité finale, mais je pense que nous allons terminer nos travaux avant le TPY. Et il reste beaucoup d'éléments de discussion à aborder entre ces tribunaux. Je voudrais surtout évoquer une question qui concerne la protection des témoins. Notre tribunal s'en est très bien occupé de cette question. Le TPY aussi. Mais la différence entre le TPY et notre cour spéciale de la Sierra Leone, c'est que nous sommes installés dans le pays où les crimes ont été commis. Et c'est dangereux pour les témoins, mais aussi pour ces principes mêmes qui sont à la base de notre action. J'aimerais avoir votre avis. Que se passe-t-il dans un pays où on ne tient pas compte des principes
Et dans un pays où, parce que on a déclaré quelqu'un coupable, on le condamne à autant d'années de prison, on le déclare libre. Ce que je veux dire, c'est que ces précédents eux-mêmes doivent être protégés. En ce qui concerne le Kosovo, je réponds d'abord. Le procureur du TPY a institué des procédures suite à des crimes commis par divers groupes, notamment des crimes dont ont été victimes des Serbes du fait de kosovars albanais. Ça n'a pas entraîné beaucoup de condamnations. Et puis, il y a un nouveau procès partiel pour Haradinaj. Et vous savez, effectivement, cette enquête, ce juge d'instruction d'Igmanti qui a fait un travail à propos d'allégations d'organes, de trafic d'organes, et ça a été présenté à la Cour de Strasbourg, et la communauté internationale soutient cet effort d'enquête, ce qui a permis l'établissement de cette commission à Bruxelles, sous les égides de l'EULEX, et ça avait été désigné par mon précédent, celui qui m'a précédé, Chris Williamson, qui travaille maintenant avec le sénateur Marty et les autorités de la région pour obtenir tous les éléments de preuve nécessaires et pour engager des poursuites impartiales. Et nous sommes favorables à ce processus que nous soutenons. Et il se présente des situations où il faut rendre justice. Bon, c'est vrai qu'il y a maintenant la phase d'achèvement des travaux du tribunal et il faut trouver, comme pour la Sierra Leone, un mécanisme. Et par exemple, c'est ce qui se fait pour ces allégations de crimes de transfert d'organes au Kosovo. Permettez-moi d'ajouter une réponse sur la question des accusés et de la sélectivité de la sélection. C'est important. Son application est épineuse, mais dans bien des situations, vous avez un pays, un système judiciaire national qui ne sont pas en mesure de juger des personnalités bien connues et même des procureurs de la région qui seront très fiers de leur capacité de poursuivre dans leur pays. Ils l'ont admis pour certaines personnalités en Serbie. Ce fut vrai, c'était trop difficile. C'est vrai dans d'autres pays. Ça peut être un motif, un critère de sélection légitime. Alors, la sélection, c'est un sujet très difficile, très ardu. Ça n'a pas été fait équitablement pour les victimes, mais je me sers de votre question pour dire que dans les entretiens que j'ai eus en Bosnie quand j'ai parlé aux victimes pour leur demander quel était en fait le résultat obtenu par le TPI, bon, c'est pas comme ça que j'ai formé la question, mais ils m'ont dit qu'ils étaient déçus. Les victimes de Bosnie n'ont de cesse de dire qu'à Srebrenica, il y a eu un génocide. Et pour eux, au niveau moral, c'est une espèce de satisfaction, de compensation. C'est peut-être à ça que vous pensiez. Ce qui m'a frappé, et ce fut un bon signe pour moi, j'étais frappé du fait que les victimes de violences sexuelles en Bosnie se sentaient aussi vengées par le genre de jugement dont parlait Patty Sellers auparavant. Le TPY a vraiment été salué pour ce qu'il a fait en matière de crimes sexo-spécifiques. Quelqu'un a essayé de le dire en quelques mots. Voici ce qu'elle a dit. Ces jugements ont créé une nouvelle conscience. On a compris qu'on se servait des femmes comme armes de guerre. Ces femmes, elles ont pris un visage, elles ont été reconnues. Ça a été l'effet positif que ça a donné. Donc, c'est une espèce de satisfaction morale qu'on a puisée dans ces jugements du TPY. Je voudrais dire, en conclusion, que on retrouve l'héritage du TPY dans chaque ligne du statut de Rome, que ce soit
la protection des droits de l'homme, le droit d'avoir les victimes en tant que partie civile dans les procédures, le droit à bénéficier de l'assistance du tribunal pour les victimes. Il faut poursuivre ce processus, l'aider à se poursuivre parce que effectivement c'est un défi énorme que de rendre justice à la CPI. On vient de me le dire aujourd'hui, où vous avez 2000 victimes par exemple qui veulent participer à un seul et même procès. Alors, je ne sais pas ce que vous avez mis en branle, mais voilà l'héritage qu'il nous faudra reprendre. Je tiens à vous remercier chacun et chacune d'entre vous de vos contributions particulièrement intéressantes et je rends la parole à Monsieur Chartier. Thank you very much. Merci. Ceci met fin à la première journée de notre conférence. Le TPY est convaincu que vous avez entendu beaucoup d'idées et qui donneront lieu à une ample réflexion. Cette nuit, nous allons reprendre demain matin, 9h30, et nous nous réjouissons déjà de votre venue. En attendant, au nom du TPY, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous voir demain. Merci.